Il est nageur paralympique, chroniqueur TV et radio, acteur et mannequin. Merci d'accueillir Théo Curin. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. J'ai 20 minutes pour vous raconter mon histoire. J'ai une histoire de vie assez atypique, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon histoire, ma vie, elle commence le 20 avril 2000. Je suis né en Lorraine avec ma famille, avec mes deux parents, Stéphanie et Dominique, et ma grande sœur Océane, qui a 3 ans de plus que moi. On vit en Lorraine dans un HLM. On manquait de rien, on roulait pas sur l'or, mais on était heureux, ma sœur et moi. Je suis connu à l'époque pour être le casse-cou de la famille. Je me blesse tout le temps. Je vais souvent aux urgences à cause de ça. Mais malgré ces petits bobos, je suis un petit gars qui se plaint très rarement, malgré tout ça. Mais un jour de mai 2006, je me lève avec un mal de crâne, un mal de tête qui est pas normal, un mal de tête vraiment insoutenable. Donc du coup, je vais me plaindre à ma maman. Je vais lui dire justement que j'ai vraiment mal et qu'il faut prendre ça au sérieux. On décide du coup d'aller chez la pédiatre à l'époque. Et cette pédiatre, dans le matin même, dit que c'est sûrement viral, qu'il n'y a rien de très grave, qu'il faut juste que je me repose et qu'elle ne peut même pas me donner de traitement pour ce genre de choses parce qu'elle ne sait pas trop ce que j'ai. Donc du coup, ma mère décide de ne pas m'emmener à l'école et de m'emmener chez ma nourrice. Et en fait, au fil de la journée, mon état va s'aggraver. Je vais monter jusqu'à 42 de fièvre et c'est à partir de là que cette nourrice va décider d'appeler mon papa. Mon papa est venu me chercher et m'a ramené chez nous, dans notre appartement. Et là, il me pose sur le canapé. Lui, il est en train de travailler juste à côté sur le bureau. Et sans aucune raison, je me suis mis à convulser. Donc, qu'est-ce que c'est les convulsions? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement perdre connaissance, commencer à avoir des petits vomissements, pousser des cris. Vraiment, j'étais sur ce canapé, mais mon esprit n'était plus là à ce moment-là. L'avantage de vivre dans ce HLM à l'époque, c'est que je n'habite pas très loin de la caserne des pompiers. Donc les pompiers sont très très rapides à intervenir. C'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. Mais la personne qui m'a réellement sauvé la vie à l'époque, c'est la pédiatre urgentiste qui était là ce jour-là. Elle s'appelait Charlotte. Elle m'a accueilli dans cet hôpital aux urgences et elle a su diagnostiquer immédiatement une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. À partir de ce diagnostic, évidemment, tout ce qui était prévu le matin même par ma pédiatre n'était plus trop d'actualité. À partir de ce diagnostic, tout a changé, y compris ma vie et celle de mon entourage. Parce qu'à partir de ce diagnostic a commencé à peu près 5 mois d'hospitalisation. 5 mois d'hospitalisation, c'est le temps qu'il a fallu aux chirurgiens, aux médecins, aux professeurs qui ont suivi mon dossier pour me sauver la vie, tout simplement. On a testé tous les traitements possibles et imaginables. On a commencé avec 3 semaines de coma pour essayer de reposer un peu mon corps et laisser le temps aux médecins et au staff médical de réfléchir à une potentielle solution pour me sauver la vie. Mais malheureusement, on n'y arrive pas, on ne trouve pas de solution. Les médecins ne trouvent pas de solution. Et on continue malgré tout à tester des traitements, on continue à tester pas mal de choses. Mais un jour, je vais faire des complications avec un début de septicémie et un staphylocoque doré. Oui, j'ai pris le all inclusive de la maladie à ce moment-là. On ne fait pas les choses à moitié dans la famille Curin. Et c'est vrai que c'était difficile pour tout le monde, y compris pour le staff médical, de trouver une solution. Jusqu'au jour où voilà, je fais le début de septicémie, je fais face à ces complications-là et je suis vraiment pas très loin d'y passer. Malheureusement, j'ai 6 ans à l'époque, donc forcément, voilà, un gamin de 6 ans, il n'a pas non plus le corps pour franchir et surmonter tout ça pendant très longtemps. Donc les médecins ont pris l'initiative de m'amputer d'une première jambe pour tenter d'arrêter la propagation de cette maladie. La maladie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est une petite bactérie qui se balade dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrose petit à petit mes extrémités de mes mains et mes pieds. Donc du coup, on m'ampute d'une première jambe, ça suffit pas. Alors du coup, on m'ampute d'une autre jambe, ensuite de mon bras gauche et ensuite de mon bras droit. Et à la fin de ces amputations, après m'avoir amputé des 4 membres, on a gagné le premier combat. On a détruit cette maladie et cette méningite et on a remporté ce combat tous ensemble. Je dis tous ensemble parce que j'étais certes tout seul sur mon lit d'hôpital, mais il y avait tout un tas de personnes autour de moi, y compris ma famille et puis ce staff médical qui m'a sauvé la vie.
Quand je raconte mon histoire à chaque fois et que je parle de l'hospitalisation, les gens se disent « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur, il a dû souffrir. Ça devait être tellement horrible pour un gamin de 6 ans de vivre ça. » Mais c'est assez paradoxal, mais j'en garde de bons souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs ou de souvenirs tristes de l'hospitalisation. Quand je raconte ça, à chaque fois, les gens sont assez étonnés. Mais c'est vrai, moi, les seuls souvenirs que je garde de l'hospitalisation, c'est des souvenirs de joie, c'est les premières victoires, c'est le jour où je remonte du bloc et que je suis en forme, c'est le jour où il y a les clowns qui rentrent dans la chambre. Vous savez, il y a souvent des clowns qui sont dans les hôpitaux et moi je garde ces souvenirs en tête en fait. Et c'est assez fou. Mais après l'hospitalisation, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être un peu plus difficile pour moi. Ça va être la sortie d'hôpital et ça va être le début de ma nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle va commencer par quoi? Elle va commencer par la rééducation. La rééducation, qu'est-ce que c'est? Pour moi, tout simplement, c'est réapprendre à vivre, recommencer tout de zéro. Ça va de manger tout seul, réécrire tout seul, se réhabiller tout seul, prendre sa douche tout seul. Et aussi, on le voit sur cette image, refaire ses premiers pas. Quand je revois cette photo, alors que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que j'ai refait mes premiers pas, je suis toujours autant ému et heureux de voir cette image. C'était en 2007 et pour autant j'ai l'impression que c'était hier parce que c'était un moment tellement fort. Il y avait mon entourage qui était dans la salle, il y avait mes parents, il y avait ma grande sœur, il y avait mon kiné, il y avait mon chirurgien et en fait j'en garde des souvenirs complètement fous parce que c'est le premier jour où je me rends compte que j'ai réussi un de mes plus grands combats de ma vie, c'était de lever mes fesses de ce foutu fauteuil qui me faisait chier. Je suis désolé, je parle familièrement, mais parce que c'est très très important pour moi, parce que j'avais beaucoup de mal avec ce fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant, il m'empêchait d'aller dans certains endroits, il m'empêchait de faire certaines conneries avec mes potes. Alors le jour où je lève mes fesses de ce fauteuil et que je fais mes premiers pas, c'est un sentiment de fierté et c'était complètement fou, tout simplement. Donc en rééducation, je fais de plus en plus de progrès, je deviens de plus en plus autonome et je suis très très fier de ça, mon entourage aussi. Et il y a une chose dont j'ai encore beaucoup de mal à cette période, une chose qui va vraiment me pourrir la vie, cette chose c'est le regard des autres. En fait, à l'âge de 6-7 ans, je ne comprends pas pourquoi, du jour au lendemain, tous les regards sont différents vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je retournais dans certains endroits, je retournais faire les courses avec mes parents. Pour autant, tout était différent. Déjà, c'était différent parce que je ne voyais plus le supermarché de la même manière, parce que j'étais en fauteuil roulant. Donc, j'étais au ras du sol, ça me rendait dingue. J'avais l'impression que les rayons du supermarché, c'était les Champs-Élysées, c'était interminable. Je ne voyais jamais le bout de ces rayons. Et puis surtout, c'était le regard des gens à l'intérieur de ce supermarché. Je ne comprenais pas pourquoi tout était différent, y compris leur regard, parce que moi, je n'avais pas changé dans ma tête. Pour moi, j'étais le même, j'étais Théo, et puis j'étais toujours pareil. Et ce regard des autres, il va m'empêcher de prendre du plaisir dans la vie et un jour je vais même décider de plus sortir de chez moi. Je vais dire à mes parents non, j'ai plus envie de faire les courses, non, j'ai plus envie d'aller voir mes copains, non, j'ai plus envie d'aller à l'anniversaire de telle personne parce que j'ai plus envie de confronter le regard des autres. Et ma famille, mes parents et ma grande sœur ont beaucoup souffert de ça parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils avaient beau me rassurer, me dire les choses les plus mignonnes du monde, j'y arrivais pas. Ça me rendait vraiment dingue. Mais un jour, je vais faire une rencontre qui va changer à tout jamais ma vie. Cette rencontre, c'est avec ce mec que vous connaissez sûrement. Il s'appelle Philippe Croison. Il est amputé des 4 membres comme moi. Il a traversé la Manche à la nage il y a quelques années maintenant déjà. C'est le même que moi, mais un peu moins beau gosse, il faut l'avouer quand même. Hein. Non, voilà, c'est une rencontre qui a changé totalement ma vie parce que un jour, ma mère va écrire une lettre pour ce monsieur en lui racontant mon histoire et il va mettre beaucoup de temps avant d'y répondre parce qu'il est vraiment touché par mon histoire et il se dit mais comment un gamin de 6 ans a pu vivre la même histoire que moi et un jour il va prendre son courage entre ce qui lui reste quoi et il va m'appeler. Un jour j'entends ma mère hurler de toutes ses forces, je me demande ce qui se passe et en fait elle court dans ma chambre, elle me donne le portable et je me rends compte que c'est Philippe Croison au bout du fil. Je lui pose pas de questions, je lui demande juste quand est-ce qu'il vient chez moi, je lui dis même pas bonjour et il me dit je viens dans 2 semaines chez toi. Et ce jour-là je m'en souviendrai comme si c'était hier parce que je le vois arriver en voiture chez moi. Et là je suis rassuré parce que je me dis waouh, quand je serai grand je vais pouvoir conduire une voiture. Quand je le vois sortir de sa voiture, il est avec des prothèses de mains, des prothèses de jambes, il marche super bien. Et waouh, je me dis quand je serai grand, je vais pouvoir marcher super bien. Et là, de cette voiture, il y a une femme qui sort de la voiture.
Et là, je me dis, waouh, je vais même pouvoir avoir une amoureuse quand je serai grand. Et là, voilà, c'est une journée qui changera à tout jamais ma vie parce que je vais être rassuré. Du jour où il est arrivé jusqu'à ce qu'il est parti en fait. Parce qu'on va échanger pendant des heures et des heures, on va se raconter plein d'anecdotes et c'est ce qui va me permettre de prendre de plus en plus confiance en moi. Et jusqu'au moment où je vais lui faire part justement de ce problème du regard des autres et il va me dire une simple phrase qui va changer ma vie. Il m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de tomber malade quand tu voyais une personne différente dans la rue? Qu'est-ce que tu faisais quand tu voyais une personne qui boitait, qui se promenait en fauteuil roulant, une personne qui marchait avec une canne blanche ?» Et là, dans ma tête, même si j'étais jeune, j'ai eu un déclic et je me suis dit « Ok, il a raison. » Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire abstraction du regard des autres. Et c'est vrai, à partir de cette phrase, j'ai réussi à oublier le regard des autres. Et cette rencontre avec Philippe Croison, elle va aller encore plus loin parce qu'un jour, il était en train de préparer la traversée de la Manche, justement. Il était en train de s'entraîner dans la piscine. Ça faisait des heures qu'il était en train de nager. Et moi, je vais le voir en Poitou-Charentes. Il me demande de le rejoindre dans l'eau. Et c'est assez drôle parce que ma plus grande phobie à l'époque, c'était l'eau. C'était impossible pour moi d'aller à la piscine avec l'école, c'était impossible d'aller à la piscine avec mes parents parce que ça me faisait vraiment flipper. Mais là, à ce moment-là, j'ai envie de prouver à Philippe que je suis capable de faire comme lui. Donc je vais dans le vestiaire avec mes parents, j'enfile mon maillot de bain, mon bonnet, mes lunettes. Et sur le chemin du retour, entre les vestiaires et le bassin, j'attrape tout ce que je peux. Une frite, des brassards, une bouée, une ceinture, tout ce qu'il y avait autour de la piscine, c'est simple, c'était autour de moi. J'étais ridicule, mais j'étais quand même un peu courageux parce que je saute dans l'eau, je fais un énorme plat. Et là, je suis pris de panique. Ma phobie, elle reprend surface, sans mauvais jeu de mots. Et je ressors de l'eau immédiatement et je suis énervé. Énervé de ne pas avoir pu montrer à Philippe que j'étais capable de faire comme lui. Et très énervé de ne pas avoir pu montrer à mes parents qui étaient aussi présents que j'étais aussi capable de faire comme lui. Et plus tard, quand on va rentrer en Lorraine avec mes parents, je vais bassiner mon père pour qu'il m'inscrive dans un club de natation. Et un jour, il va craquer, il va m'inscrire dans un club de natation. Et ça va être progressif parce que ma phobie, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais je me familiarise de plus en plus avec ce contexte qui est l'eau. Et je vais prendre de plus en plus de plaisir à nager. Jusqu'au jour où je me rends compte en fait que l'eau et la natation, c'est le seul élément et le seul sport qui me permet de faire comme tout le monde. C'est vrai, quand je suis à la piscine, j'enlève mes prothèses ou je descends de mon fauteuil et je me déplace comme n'importe qui. Et ça, c'est hyper fort. Et c'est ça qui a changé ma vie. Jusqu'au jour où je me fais remarquer par un entraîneur dans la piscine et il me dit « Mais pourquoi tu ne tenterais pas à faire une compétition en e-sport ?» Donc je fais une compétition en e-sport quelques semaines après et à ma grande surprise, je me qualifie au championnat de France. Et à ma grande surprise, encore une fois, à ces championnats de France, quelques mois plus tard, je fais champion de France sur 50 mètres d'eau. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire finalement. Et un jour, je vais demander à mon papa et à ma maman de partir de chez eux à l'âge de 13 ans pour pouvoir faire du sport-études à 500 km de chez nous, à Vichy, en Auvergne. Ils vont mettre beaucoup de temps avant d'accepter ce nouveau challenge, ce nouveau combat que j'ai envie de me lancer. Mais en septembre 2013, je fais ma rentrée à 500 km du cocon familial, loin de mes parents, alors que je ne suis pas encore tout à fait autonome. Mais c'est ce qui va me permettre de progresser déjà dans la vie en tant qu'homme, parce que je dois me démerder tout simplement. Il n'y a plus papa et maman qui sont là pour m'aider. Et aussi parce que je vais progresser en natation, en nageant, parce que j'ai des très très grosses journées. Je nage très tôt le matin de 7h à 9h. Ensuite, j'allais à l'école. Et ensuite, je renageais le soir de 18h à 19h30. Et ensuite, je faisais les devoirs, etc. Et ça, en fait, tous ces sacrifices vont finir par payer. Parce qu'en 2015, je suis le plus jeune de la délégation française à partir au championnat du monde de Glasgow. Là-bas, malheureusement, je ferai une 4e place. Et l'année d'après, je suis le plus jeune de la délégation française à partir aux Jeux paralympiques de Rio. Malheureusement, encore une fois, je fais 4e sur le 200 mètres nage libre. Mais ça me permet d'engranger pas mal d'expérience, d'apprendre beaucoup sur la compétition de haut niveau et sur tout ce qui l'entoure. Et surtout, après, va se passer une de mes plus belles années en compétition parce que je vais décrocher 2 médailles d'argent sur le 200 mètres et le 100 mètres nage libre au championnat du monde de Mexico en 2017. Et c'était complètement dingue parce que c'était une année très difficile. Je m'étais cassé le bras cette année-là parce que j'étais sorti d'un centre commercial, j'avais glissé et je m'étais cassé le bras à ce moment-là. Bref, on a su rebondir et se réentraîner avec mon entraîneur et décrocher ces 2 belles médailles de vice-champion du monde. Elles ont une saveur assez particulière du fait de cette blessure et en plus de ça parce que c'est mes dernières médailles internationales. Pourquoi c'est mes dernières médailles internationales?
internationale parce que j'ai décidé d'arrêter la compétition paralympique pour le moment, ou en tout cas de mettre en stand-by ma petite carrière de nageur paralympique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la natation paralympique, on est classé par catégorie de handicap. Il y a 10 catégories en natation de S1 à S10. S1, c'est le handicap les plus lourds, S10, c'est le handicap les plus légers, et moi je suis en catégorie S5. Et malheureusement, au sein de ces classifications, parfois il y a des inégalités, et malheureusement, depuis 2 ans, je me retrouvais contre des mecs qui avaient leurs 2 mains dans la même catégorie que moi. Donc pas besoin d'être un génie ni Albert Einstein pour comprendre qu'ils sont avantagés par rapport à moi. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça de côté en attendant que ces problèmes de classification soient résolus. Et j'en ai profité pour me lancer d'autres challenges, y compris le prochain défi que je vais me lancer en novembre prochain, celui de traverser le lac navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca, en novembre prochain, donc dans 2 mois. Ça arrive très très vite, ça fait très bizarre pour moi de dire que c'est dans 2 mois parce que ça fait plus d'1 an et demi que je prépare ce projet maintenant. Ce défi, je ne vais pas le relever tout seul. J'ai décidé de partager cette expérience avec 2 autres personnes, Malia Metella, une ancienne nageuse olympique, et Mathieu Wittvoet, un éco-aventurier. L'idée, c'est qu'on parte tous les 3 en totale autonomie au Pérou et qu'on traverse ce lac en à peu près 10 jours. Alors vous êtes en train de vous dire, ouais, mais c'est quoi la distance de ce lac? C'est tout simplement 122 km de nage. Et l'idée, c'est comme ça va nous prendre 10 jours, et ben on va devoir s'auto-suffire en tractant un radeau à la nage la journée, en dormant à l'intérieur la nuit. On aura nos provisions pour les 10 jours, on aura nos affaires de rechange pour ces 10 jours. Et l'idée, c'est qu'on s'associe, qu'on s'aide durant ces 10 jours et qu'on aille au bout de ce projet qui est complètement fou parce qu'il y a ces 122 km de nage à tracter en tractant sur radeau de 500 kg, mais aussi dans de l'eau à 10 degrés et tout ça à 3800 mètres d'altitude, donc il va forcément avoir des contraintes hypoxiques. Et c'est un défi qui est important pour moi, d'une part parce que j'ai besoin de me lancer un autre challenge et de me dire que je ne me suis pas entraîné pendant 8 ans pour rien. C'est aussi pour accomplir ce projet qui remplacera pourquoi pas une médaille paralympique que je n'ai pas pu faire tout simplement cette année aux Jeux de Tokyo. Et c'est un défi qui me tient aussi très très à cœur parce que Mathieu Wittvoet, qui est un éco-aventurier, a rajouté une patte, on va dire, environnementale à ce projet. On a décidé de faire une expédition qui est totalement zéro déchet, c'est-à-dire que par exemple la conception de notre radeau a été faite uniquement avec des matériaux recyclables ou recyclés. Pour donner un exemple, le radeau qu'on va tracter est un ancien catamaran qui a fait les Jeux Olympiques d'Athènes. Ensuite, il a servi à nos amis de Plastic Odyssey pour faire une de leurs expéditions. Et puis aujourd'hui, c'est pour le défi Titicaca et on va tracter ce radeau qui est conçu uniquement avec des matériaux recyclables ou recyclés. Par exemple, la tente où on va dormir à l'intérieur dessus est une tente, vous savez, qu'on met normalement sur les jeeps ou les vannes qui se déplient, qu'on a acheté sur le Bon Coin. Donc ça veut dire que c'est aussi une autre manière pour nous de donner une seconde vie à cette tente. Bref, on est vraiment allé au bout de notre projet pour envoyer un énorme message sur le côté environnemental. Et en plus de ça, on est en train de récolter pas mal de fonds pour aider plusieurs associations locales pour aller encore plus loin sur ce côté-là. Pourquoi je me suis lancé tous ces défis complètement fous? Tout simplement parce que j'ai envie d'envoyer un énorme message, non pas sur le handicap, ça me fait chier de parler de handicap, honnêtement. J'ai pas envie que les gens me familiarisent avec que le handicap. J'ai pas envie que les gens disent c'est Théo Curin qui va nous parler de handicap pendant 20 minutes. J'espère que vous avez compris d'autres choses dans mon témoignage. Ce que j'ai envie de faire passer, c'est que il peut vous arriver n'importe quoi en fait dans la vie, que ce soit un accident, la perte d'un proche, un divorce ou ce que vous voulez. Il y a plein de pépins, plein de moments compliqués, mais je pense qu'on a tous la capacité au fond de nous de surmonter ces moments-là et de casser la baraque et surtout de s'amuser. Et pour finir, je vous souhaite tout le meilleur du monde et surtout de croire en vos rêves. C'est ce qui me permet de me lever chaque matin. La traversée du lac Titicaca, c'était un vieux rêve qui était dans ma tête. Dans 2 mois, je vais tenter de réaliser ce rêve. Et puis si moi, j'ai réussi, c'est que tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci.